a quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Après tout ce qu'on a fait pour toi, quand les enfants prennent de la distance avec les parents. C'est le titre et le sous-titre du livre de mon invitée du jour. Elle s'appelle Brigitte Auriol. Elle est psychothérapeute et conférencière. Pendant 12 ans, elle a travaillé en étroite collaboration avec Alice Miller. Et ça lui a donné la ténacité de défendre la cause des enfants en mettant en lumière l'influence de l'éducation. Si vous ne connaissez pas Alice Miller, je mettrai une courte présentation dans la description de l'épisode. Je vous encourage à lire les livres qui sont nommés notamment dans l'épisode. Aujourd'hui, on va surtout s'intéresser au travail de Brigitte Auriol, que j'ai pu aller interviewer après avoir lu son livre qui est exceptionnel. Je vous recommande, même après l'écoute de l'épisode, de vous le procurer, très très clairement. Pourquoi ? Parce que on va parler de différentes choses, différents exemples. Elle va nous apporter, bien entendu, son expertise de psychothérapeute sur des sujets de réparation, justement, sur des sujets de l'enfant intérieur, sur le sujet du besoin de reconnaître les violences qu'on a connues. Et on va se poser différentes questions. Comment est-ce qu'on peut prendre conscience, surtout quand on ne se rappelle pas bien ? Comment est-ce qu'on peut avancer ? Quels indices peuvent nous permettre d'avancer ? Est-ce qu'on doit pardonner à nos parents, par exemple, pour avancer ? Comment on fait quand ils sont plus là, par exemple, et qu'on aimerait régler les choses ? Voilà, tout ça, beaucoup de points me semblent extrêmement importants là-dessus. Et surtout, cet épisode a pour but de vous permettre de vous positionner. Je m'explique. Son livre, Brigitte Auriol, est le destiné au départ à un public en fait qui sont les parents, dont les enfants ont pris de la distance, pour les aider à comprendre ce qui peut se passer. En l'ayant lu, je vais vous dire très clairement, je pense qu'en effet, alors ce livre, si vos parents le lisent, si vous avez un sujet de distance avec vos parents et qu'ils le lisent, je pense que ça peut être formidable, bien entendu, mais je pense que ça peut aussi vraiment vous aider, vous, en tant que parents, nous aider, nous, en tant que parents, à comprendre la nécessité d'écouter en fait ce que notre corps, ce que nos émotions, ce qu'on maîtrise pas toujours, en fait, nous transmet. Et justement, d'écouter ça pour prendre conscience, pour pouvoir avancer. Mais ça va nous permettre aussi de savoir comment est-ce qu'on peut potentiellement régler les choses, mais aussi ce qu'on est en droit d'exiger comme relation. Il y a vraiment quelque chose qui est libératoire. Alors, on va parler donc bien sûr avec Brigitte Auriol de cet aspect sous l'angle professionnel. Elle va aussi nous livrer des moments personnels avec une franchise et une transparence qui, vous le sentirez sûrement, ont fait monter l'émotion par endroits, mais surtout qui permettent de comprendre qu'on peut s'appeler Brigitte Auriol, on peut être psychothérapeute, travailler pendant des dizaines d'années sur ce sujet, avoir travaillé pendant 12 ans avec Alice Miller et être confronté aux mêmes difficultés que tous les parents qui ont connu des violences, peu importe le degré de violence qu'on connaît. Justement, ça va être un petit peu l'objet de notre première question, parce que avant tout, ce qui serait bien, ce serait qu'on fasse un petit point sur ce que sont les violences ordinaires non éducatives faites aux enfants, comme dirait Marion Querc. On les connaît bien sûr plus communément sous le nom de violences dites éducatives ordinaires, les VEO, parce que malgré une loi du 10 juillet 2019 indiquant que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ni psychologique, on s'aperçoit qu'elles sont pourtant encore très répandues. Alors comment est-ce qu'on explique ça et comment est-ce qu'on en arrive à dire des phrases comme « on n'en est pas mort » ou encore récemment par un préfet « 2 claques et au lit, c'est la méthode ». Je vous souhaite une très bonne écoute. Pourquoi c'est encore aussi répandu ? Nous vivons dans cette culture en fait où la violence, elle fait partie, c'est la norme en fait dans notre pays. Il y a même des tas de violences que l'on peut faire sans que ce soit forcément les coups, qui sont totalement banalisés et qui sont encore, parce on a une vision de l'enfant où si on le pousse, on le remue par le bras comme ça pour lui montrer que ce qu'il fait c'est pas bien, etc. C'est normal, c'est pas si grave en fait. Vraiment cette vision qu'on peut avoir de l'enfant, c'est vraiment de l'ordre de l'enfant objet. Parce qu'on peut tout avec les enfants, on peut tout. En pensant que ça fait pas mal, c'est pas si grave. Oh, c'est bon, tu vas pas chialer pour ça, etc., etc. C'est pour les enfants, c'est pas grave en fait. Et on a encore un peu ça. Donc bien sûr, on arrive de ces générations où l'objectif des parents restait, en tout cas, la discipline. Et pour nous discipliner, eh bien, on utilisait bien évidemment les coups. Ça, c'était courant, en tout cas dans ma génération, c'était courant, c'était monnaie courante. Les raclés, le martinet, toutes ces violences-là. Que j'ai connu à mon époque aussi.
que vous avez Du coup. connu aussi, voilà. Alors la discipline, bien sûr, c'est se soumettre à l'obéissance, se soumettre aux règles aussi, pour pouvoir obéir en fait au règlement de la société. C'est ça, la discipline, c'est vraiment pour pouvoir vivre en collectivité, il va falloir respecter les règles et voilà, apprendre à obéir. Et cette discipline, eh bien, elle était dans une volonté, vraiment, c'était comme je dis, un objectif des parents, dans l'idée que de cette manière-là, les enfants allaient rester vraiment sur le droit chemin. Et c'était très important et surtout, il ne fallait pas faire honte aux parents. Donc la notion de respect et de bien se tenir, etc., on nous disait il fallait mettre bien les mains de par chaque côté de l'assiette. Si on avait le malheur de mettre le coude, on recevait un coup de couteau comme ça, enfin, avec le manche du couteau, on nous tapait pour nous faire tomber le coude de cette manière et pour dire tiens-toi droit et tiens-toi bien, etc., etc. Donc nous, il fallait pas faire honte en fait. Il fallait montrer que on était la vitrine de nos parents. Hein. Et pour certains, on est encore la vitrine de nos parents. En fait, l'enfant, c'est un peu la vitrine du parent. Plus l'enfant est sage, plus le parent est bon. Il a réussi. Il a corrigé. Il a corrigé. Vous voyez, cette culture-là de la discipline, elle est tellement véhiculée et tellement, elle est tellement ancrée chez nous, comme vous me dites, même un préfet, un haut fonctionnaire de l'État, Un représentant de la loi. un représentant de la loi est capable de dire comme ça en public que deux claques et au lit, hein, on parle de monsieur Hugues Mouton, le préfet de l'Hérault, mais imaginez, mais c'est gravissime en fait, c'est gravissime. Donc, si lui le dit, en plus, vous parliez de Marion Cuerck, donc je rebondis sur un de ces petits posts là qu'elle fait au sujet de Gabriel Attal. Gabriel Attal qui est en train de passer ministre de l'Éducation. Alors, en effet, le jour où on enregistre, nous sommes le 21 juillet 2023 et le remaniement de l'été a été fait et Gabriel Attal est nommé ministre de l'Éducation nationale. Voilà, exactement. Donc, et qui dit, l'autorité commence dans la famille, elle grandit à l'école et elle doit se retrouver partout ensuite dans la société. L'autorité, quand M. Attal parle de l'autorité, dites-vous que c'est la correction, la discipline. Personne ne pense à l'autorité, c'est-à-dire nous sommes les adultes, nous faisons preuve d'autorité, nous sommes l'autorité de nos enfants. Ils peuvent nous voir comme un modèle d'autorité et pas d'autoritarisme. Et voilà, une autorité, en fait, c'est une personne qui va savoir répondre dans des situations parfois conflictuelles, parfois critiques, avec un recul, avec un maintien, avec une analyse. Et ça, c'est faire preuve d'autorité. L'autorité, c'est pas le coup de bâton. Mais quand M. Attal en parle, oui, je pense que lui, il parle de la discipline. Et il faut que les enfants apprennent à obéir très très tôt, d'abord dans le berceau, et puis après à l'école. Et après, pour que dans la société, effectivement, ils se révoltent pas trop non plus. Bah oui, parce qu'après, ils font des manifs et tout, c'est chiant. Voilà. Quand même, faut pas déconner. Donc c'est ça. Et on est dans cette espèce de toujours à véhiculer que les enfants ont besoin d'être disciplinés. Mais comment on en arrive? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure très justement, on tolère ça quand on parle des enfants. Quand on parle d'une autre personne qui serait frappée, on ne le tolérerait pas, par exemple, notamment les violences faites aux femmes, par exemple. Comment est-ce qu'on en arrive à cette rupture d'empathie avec l'enfant, en fait, sachant que nous-mêmes, on a connu ces coups-là souvent et qu'on sait ce que ça fait? Comment est-ce qu'on en arrive à se dire que c'est pas grave, qu'on n'en est pas mort, à ne plus être empathique avec déjà l'enfant qu'on a été, quoi? Oui, c'est ça en fait, parce qu'on s'est habitué à la violence et pour pouvoir s'y habituer, on a dû en plus tenir la souffrance, la douleur de la violence qu'on recevait à distance. Pour ça, on est obligé de se couper de nous. Et on y arrive parfaitement, on y est parfaitement arrivé. C'est pourquoi aujourd'hui, on peut dire on n'en est pas mort. C'est vrai, mon père m'a souvent mis des coups, mais j'étais un enfant difficile. J'étais pas un enfant facile. J'en ai fait voir des ronds de chapeau à mes parents. Donc, heureusement, et je les en remercie aujourd'hui de m'avoir ainsi éduquée. Parce que pour eux, ça reste de l'éducation. Mais pour pouvoir dire ça, faut-il s'être complètement dissocié, coupé de ce que cet enfant a souffert.
La souffrance est telle d'un enfant qui est corrigé par expédié dans sa chambre, corrigé par une humiliation, corrigé par un coup. Pour pouvoir encaisser ça, supporter ça, il est vraiment obligé de se couper pour pas ressentir cette douleur extrême, en fait. C'est douloureux, la douleur de l'humiliation, elle est aussi douloureuse que le coup de martinet. En plus, la douleur du martinet, elle marque mon corps. Voilà, elle laisse une cicatrice sur le corps. L'humiliation va blesser mon âme, va laisser une cicatrice sur mon âme, va blesser mon intégrité. Mais toutes ces formes de violence, de toute façon, laissent des traces à l'intérieur du corps ou à l'extérieur du corps. Alors là, vous soulevez quand même quelque chose qui est important, je trouve, parce que vous parlez de différentes formes de violence, et c'est quand même quelque chose qu'on entend souvent comme un reproche dans la bouche des gens qui disent que voilà, les militants de la non-violence vont trop loin, qui mélangent tout, qu'on met au même niveau l'isolement forcé dans la chambre et des coups de ceinture ou des claques, etc., alors que ce sont des choses différentes. Est-ce que vous les mettez au même niveau? Est-ce que c'est la même chose que Oui. de prendre un fil dans ta chambre? Alors, je précise toujours, important, là quand on parle de fil dans ta chambre, on n'est pas en train de parler de proposition de l'enfant à aller se calmer, on n'est pas en train de lui proposer, c'est pas une proposition, c'est on impose, et c'est à visée punitive, hein, comme précisé dans les observations générales du comité des droits de l'enfant, on est quelque chose qui est à visée punitive, on n'est pas non plus dans une mise en sécurité parce qu'il y aura un danger dans la pièce, voilà. On est dans quelque chose qui vise à l'obéissance et la domination de l'enfant. Est-ce qu'on peut mettre ça sur le même plan que, Alors, que des déjà coups de ceinture pour le autres? fil dans ta chambre, quand c'est dans une visée disciplinaire, une visée punitive, et généralement, de toute façon, c'est ça, à moins que, comme vous disiez tout à l'heure, c'est dans une proposition, effectivement, voilà, de prendre de la distance, Pour l'anecdote, ma fille le fait. d'aller toute seule. Ouais, mais et en fait, comment est-ce qu'elle le fait? Mais parce qu'en fait, elle m'a vu, moi, quand Oui, je suis c'est trop ça. énervé. Je lui ai dit, écoute ma chérie, là, moi je vais pas bien, je vais juste souffler 5 C'est minutes ça. et je reviens. C'est génial. Vous voyez, comme quoi on est vraiment un enfant, il va apprendre Ah oui, oui. tout ce qu'il a à apprendre, tous ces apprentissages-là, par le modèle Bien qu'il sûr. aura en face de lui. Donc, c'est ça qui est formidable. Mais quand c'est dans une visée de toute façon punitive, dites-vous que le parent, il est agacé. Il va pas parler de, écoute, là, tu vas aller réfléchir dans ta chambre tout à fait calmement. Ça, ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Ça, c'est la première des choses. Alors après, est-ce que c'est au même niveau? Pour moi, la violence, elle commence à partir du moment où je vais faire peur à l'autre. La violence, elle est à cet endroit-là. Dès lors que l'autre, par le regard que je vais lui porter, par la mimique, par mon ton de voix, par le geste, par ma façon de lui parler, ou de ne pas lui parler, d'ailleurs. Ben oui, dès lors que je vais faire peur à la personne que j'ai en face de moi, eh bien oui, c'est de la violence. Je vais être violente à cet endroit. Donc, comme je vous disais, par rapport au fil dans ta chambre et le coup de ceinture, il y a des violences plus ou moins fortes. On n'est pas blessé au même endroit. C'est tout. C'est tout. On n'est juste pas blessé au même endroit. Il a la même intensité quand même. Mais bien sûr, quelqu'un à qui je vais dire « Ah tiens, tu te resserres. Tu te resserres à table. Ah d'accord, ok. Et sinon, t'en es où avec la prise de poids? Vous voyez, c'est hyper violent. Oui, tout à fait. Mais c'est tellement anodin. En même temps. Parce qu'en même temps, avec le ton de voix que j'utilise là, je serais presque... je fais attention à toi presque. Mais c'est pour ton bien. C'est pour ton bien, on est d'accord? Voilà. Donc, voyez, le double discours, en fait. Hein, je peux faire mal de plein de façons. Donc, dès lors que je fais peur à la personne en face, je suis violente. Cette définition, je la trouve très intéressante aussi parce que moi, je travaille aussi sur le sujet des violences sexistes et sexuelles, notamment faites aux femmes. Et c'est quelque chose qui va se retranscrire notamment dans les violences conjugales intrafamiliales, hein, Oui. où à partir du moment où mon conjoint me fait peur, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Bien sûr. Mais aussi au travail, à partir du moment où j'ai peur de mon boss, c'est qu'il y a un truc qui cloche quand même. Enfin, mon ou ma boss par ailleurs, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Donc je trouve que sa définition est très intéressante. Et à un moment, la question que je me pose, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même des réflexions qui sont faites par les parents là-dessus. Et on peut se retrouver du coup à se mettre une pression immense et à se dire, j'ai peur de faire peur. 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 J'ai peur de faire peur.
Ouais. Du coup, si je reprends votre Ouais. définition, c'est-à-dire que Ouais. quelqu'un qui nous écoute peut se dire, ah, mon Dieu, mais attends, mais moi ça m'arrive de faire peur à mes Oui, gosses. oui, oui. Ça veut dire que je suis un parent horrible, je suis un parent violent. Et Mm. du coup, je vais avoir peur de faire peur, donc je m'auto-fais peur. Est-ce que je suis auto-violent avec moi-même? Comment ça se passe? Oui, en fait, faire peur à un enfant ou blesser un enfant, c'est inévitable malheureusement. Mhm. On est tous faits d'une histoire, d'un passé qui va nous surprendre à tous les moments et qui va prendre le lead sur la situation, sur l'événement. Donc, en fait, rester tout le temps linéaire comme ça, empathique, bienveillant, un bon écoutant, compréhensible, etc., ça n'existe pas en fait. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. Ce qui est important, c'est que quand le lien de sécurité est interrompu ou est rompu par ma réaction, ce qui va être important, je dis toujours, c'est la constance dans la sécurité. C'est-à-dire que... Je précise que la constance n'est pas la permanence. Non. C'est important. C'est ça, c'est vrai. Donc, en fait, c'est pouvoir, quand j'ai fait peur à mon enfant, c'est pouvoir me dire, parce qu'on le voit, bien sûr, hein, de toute façon, on le sait, hein, quand on est piquant, quand on est terrorisant, on le sait parfaitement. Et là, même si c'est lui qui est à l'origine de la rupture du lien, du conflit, quand je parle de sécurité et de constance, la sécurité, elle va se retrouver dans le retisser le lien avec mon enfant. Je ne vais pas le laisser en état de détresse. C'est ça qui est important. Et c'est avoir de la constance dans cette idée-là, dans cette rigueur-là. Se dire, OK, là, j'ai dérapé, là, le lien de confiance et de sécurité, il est abîmé, j'y retourne. Alors, j'y retourne, c'est pas y retourner juste pour dire, ah, excuse-moi. Non. Hein, on y retourne, c'est pas aussi simple que ça, parce que à chaque fois que j'ai fait peur à mon enfant, comme vous, quand vous avez peur, on met la personne en tension. Cette tension, elle est générée par le stress que j'ai occasionné. Et dans cet état de tension, ce qui va être important, c'est de décharger cette tension, en fait. Et pour pouvoir la décharger, eh bien, il va falloir d'abord accompagner la personne juste en reconnaissant ce qu'on a fait. Waouh, mais tu sais, tout à l'heure, quand je t'ai dit ça, même si c'est pas significatif chez l'enfant, j'ai bien vu que tu t'étais fermée depuis. J'ai bien vu que ça t'a mis mal à l'aise. Je vois bien, tu parles plus et j'ai dû te faire mal en te disant ça. Oui, tu m'as fait mal. Bien sûr que tu m'as fait mal. Et là, c'est la décharge, en fait. C'est là que parce que je lui donne l'autorisation. Vous voyez, c'est pas excuse-moi. C'est juste, je repère que là, je t'ai mis dans un état où tu as perdu ta joie de vivre, en fait. Tu n'es plus le même. Et je vais aller l'attraper à cet endroit. Je crois que tout à l'heure, là, notre conversation de tout à l'heure, ça n'a pas été pour toi. Et c'est là que l'enfant va pouvoir décharger, en fait, ça. Ben non, encore une fois, de toute façon, tu fais que te moquer de moi, je le sais, quand tu dis ça, c'est pour te moquer de moi. Et là, il peut décharger. Ah, c'est comme ça que tu as entendu que je me moque de toi. Et c'est intéressant parce que tu me dis que je me moque tout le temps de toi. Oui, tu t'en rends même pas compte et tu fais ça. Waouh, c'est possible. Et tu sais quoi? Dès que je me moque de toi et que je m'en rends pas compte, vraiment, dis-le-moi. Tu me dis, là, tu te moques. Parce qu'il faut absolument que je ne fasse plus ça. Parce que tu vois, tu mérites pas que je me moque de toi. Voyez, donc c'est au-delà de je m'excuse, quoi. Il faut vraiment, on y va, on retisse du lien, on recrée le lien. Et on ne recrée pas le lien juste, au fait, excuse-moi hein, pour tout à l'heure. Non. Dans un épisode bonus, j'ai parlé du fait de comment est-ce que je recrée le lien avec ma fille. Oui. Et ça, il y a beaucoup de gens qui sont étonnés parce que je m'excuse assez rarement. Parce qu'en fait, pour moi, dans la plupart des cas dans lesquels on a appris à utiliser les excuses, en fait, c'est juste qu'on a notre culpabilité de la situation, on vient l'emballer dans un joli petit paquet avec un joli petit nœud en mettant excuse-moi dessus, et on dit tiens, ça c'est ma culpabilité, maintenant tu te débrouilles avec. Oui, c'est ça. Moi je vais beaucoup mieux et toi tu te débrouilles. Alors que ce qu'on veut, et vous venez parfaitement de l'illustrer, ce qu'on veut tous et toutes, une fois qu'on a été blessé, c'est que la personne en face, alors on aimerait que ça se reproduise pas, mais au moins qu'on mette en place les choses pour que ça s'arrête. Parce que bien sûr, personne n'est parfait, que ça peut se reproduire, mais qu'il y ait une vraie évolution. Et les excuses, du coup, elles permettent de recommencer en s'excusant. Vous savez, comme on va au confessionnal. En fait. C'est juste faire le job. C'est ça. C'est faire le job. Mais ça suffit pas.
Ça suffit pas. Et c'est hyper important de développer ce qui s'est passé, parce qu'en plus, ça nourrit le vocabulaire affectif. Mhm. Ça permet de, moi, en tant que la personne qui a fauté en face, là, moi aussi, d'apprendre à me connaître, à descendre à l'intérieur de moi pour voir ce que j'ai fait moi, apprendre aussi à l'autre à aller à la rencontre de lui-même, en fait. On va à la rencontre de soi, là, du vrai soi. Pour que tout ceci évolue, il y a des leviers sociaux et politiques qu'on pourra évoquer, mais pour que la société évolue, donc on évolue collectivement. Mais en attendant que la société évolue, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour évoluer nous-mêmes sur le sujet. Parce que, bon, ok, on va devoir prendre conscience, mais parfois, en fait, on ne se rappelle même pas Oui. de ce qui s'est passé dans l'enfance. Je trouve que c'est très courant, ça. Mhm. Okay. Comment on peut faire, du coup? Alors, pour prétendre pouvoir évoluer et faire différemment, je crois qu'on ne peut pas faire l'impasse, en fait, sur la rencontre avec nous-mêmes, avec l'histoire qu'on a vécue, avec ce qu'on a enduré, la façon dont on a souffert de ce qu'on a enduré. Pour pouvoir évoluer, il faut d'abord passer par soi. Pour se dire, moi, quand j'ai reçu des gifles ou des coups de martinet, ou quand j'étais mise de côté, quand je ne correspondais pas à ce que mes parents voulaient, ça m'a fait énormément souffrir. J'en ai souffert. Ça va être la première des choses. Passer d'abord par là, reconnaître que nous-mêmes, nous en avons souffert. Alors pour ceux qui se souviennent de rien, qui ne se souviennent pas de grand-chose, et ça, croyez-moi que c'est très courant, ben moi-même, de toute façon, j'ai très peu de souvenirs avant 7-8 ans. Vous voyez ? Donc on a très peu de souvenirs. Il y en a beaucoup qui ont très peu de souvenirs, et il y en a qui ont peu de souvenirs même bien après 8 ans. Comment faire ? Et ça, c'est Alice Miller qui me l'a appris, qui me l'a montré, qui me l'a démontré à toutes les fois où c'était nécessaire. Au travers de ce que nous avons vécu, de ce que nous vivons dans le quotidien, on peut faire une lecture assez précise des conditionnements de notre passé, de notre histoire. Je vais vous donner un exemple tout bête. Je suis à un carrefour et je vais passer au feu orange. Et la personne qui est à côté de moi va me signaler que, mais regarde, tu te rends compte, tu es passé au feu orange, il fallait s'arrêter, tu sais pas qu'on s'arrête au feu orange, etc. Et là, je lui dis, non, je suis passée au vert. Elle a beau me prendre la main dans le sac, comme on dit, je suis pas capable de reconnaître mon erreur. Eh bien ça, typiquement, c'est un conditionnement du passé où, quand on me demandait qui a fait ça, pourquoi on a fait ça, le simple fait de demander qui, il fallait se dénoncer pour la sanction, en fait. Et ça déclenche la peur. Voilà, exactement. Donc, du coup, même encore aujourd'hui, la main dans le sac, on peut dire « Ah non, c'est pas vrai, j'ai pas fait ça ». Tellement j'ai peur encore de la sanction. Et là, vous voyez, on peut faire une lecture assez précise de se dire « Ah, c'est marrant parce qu'après, on va réfléchir quand même. On va se dire, tiens, mais pourquoi j'ai voulu... je sais très bien que je suis passée à l'orange. Pourquoi j'ai eu peur de lui dire le contraire. Et là, c'est là que je vais aller à la rencontre de moi-même, en fait. Dire, même si j'ai aucun souvenir, de me dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu as dû être accusée, quoi. Accusée quand tu étais petite pour avoir peur aujourd'hui de dire, de te dénoncer, de dire, bah oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Tu as dû avoir tellement peur. Aller à la rencontre de soi. Et c'est juste confirmer à cette petite fille ou ce petit garçon qui avait peur de dire que je sais ce que tu me racontes, je sais pourquoi tu me dis ça. C'est parce que tu as eu peur, toi, de te dénoncer quand tu étais petit. On parle avec lui et on le comprend. Et il nous comprend et il nous fout la paix, là. Cet exemple que vous citez, je le trouve particulièrement intéressant parce que, un, il est terriblement anodin, et deux, moi, ça me rappelle quelque chose que j'ai vécu du coup quand j'étais responsable, notamment à la FNAC de Poitiers. Puisque d'ailleurs, ce qui est, pour l'anecdote, c'est à ce moment-là que je commençais les lectures d'Alice Miller, et où moi je cherchais parfois, quand il y avait une situation qui donnait un résultat inadapté, ou une anomalie, comment on en est arrivé là. Et forcément, à un moment, on cherche qui a fait ça, mais pas pour punir, juste pour pouvoir transmettre à la personne, oui, en toute bienveillance, les bons process, est-ce qu'il y a une formation à faire, etc. Donc, vraiment pour accompagner. Et en fait, je voyais dans cette équipe, au tout début qu'elle travaillait avec moi, oui, je voyais dans les yeux de ces personnes la même peur qui devait être la mienne quand j'étais petit déjà, mais que tous ces enfants dont on parle là, qui ont peur d'être accusés, qui ont peur de la sanction. Bien sûr. Et j'ai aussi pu constater leur immense surprise et même
leur déstabilisation quand ils s'apercevaient qu'en fait, il n'y avait pas de malveillance derrière et qu'au contraire, il y avait plutôt un accompagnement vers des solutions. Ouais. Ça, c'était très, très intéressant Ouais. à voir. Et c'est vrai que ces réactions qui sont terriblement anodines sont autant, en fait, finalement, d'indicateurs qui peuvent nous permettre de nous dire, tiens, là, j'ai peut-être un truc. Ah oui. Toutes les fois où je suis intimidée, où j'ose pas dire qui je suis ou ce que je pense, toutes les fois où, voilà, il va y avoir un ascendant sur moi comme ça qui va m'impressionner, toutes ces fois-là où je n'ose pas, en fait, être celle que je suis, parce que j'ai peur du ridicule, parce que j'ai peur de me tromper, j'ai peur de... Voilà, toutes ces fois-là sont les résultats de ce conditionnement dans l'enfance. Sinon, si j'ai été écoutée, comprise, respectée, même avec toutes ces fois où le parent peut être déconnant aussi, mais que ce lien de sécurité est toujours présent parce que le parent retisse à chaque fois le lien, eh ben, il n'y a aucune raison que je sois complexée, que je sois intimidée. Voilà, je peux être tout à fait moi. L'autre ne me fait pas peur dans ce cas. Alors parfois, on a du mal quand même à se rendre compte, même si on a des souvenirs, on a du mal à se rendre compte. On en a parlé un peu au début, mais on va avoir tendance à les minimiser. On a du mal à se rendre compte de la réalité de ce qu'on a vécu. Souvent, on va dire qu'il y a pire ailleurs, qu'on n'en est pas mort, que tu sais, il y en a qui ont pris plus cher, ou c'était pour mon bien, comme on l'a déjà dit. On parle souvent d'un témoin lucide pour aider à prendre conscience de ce genre de violence. C'est quoi en fait? Alors le témoin lucide, c'est une notion d'Alice Miller, a priori. Je ne sais pas si Alice s'en est inspirée elle aussi par ailleurs, je ne sais pas, mais en tout cas c'est une notion qu'elle a énormément revendiquée. Le témoin lucide, ça va être la personne qui va nous montrer que ce qu'on a vécu, c'était pas normal de le vivre. C'est s'indigner devant l'injustice, devant l'anormalité, devant la maltraitance, c'est pouvoir avoir une réaction face à ça. Et c'est très important pour pouvoir se connecter à notre histoire. Sans l'indignation, on pourrait rester stoïque comme ça. Il y a des thérapies notamment qui sont plus dans la neutralité et qui, du coup, ben voilà, le patient va pouvoir raconter des événements très douloureux de son histoire et il n'y aura pas forcément de réaction en face. Le témoin lucide, lui, il va se poser, il va peut-être avoir même l'air complètement choqué pour dire mais attends, tu es en train de me dire que ta mère, elle pouvait t'attraper par les cheveux, te faire tomber par terre, te donner des coups de pied dans les côtes pour te faire dévaler les escaliers? Oui, mais c'est horrible ce que tu as vécu là. Mais c'est pas normal du tout de vivre ça. Oh, tu parles, je suis pas la seule. Mais non, non, peu importe si tu es la seule ou pas. Ce que tu as vécu là, ça fait mal partout, quoi. C'est le connecter, en fait, à cette réalité. C'est pouvoir permettre à l'autre de se connecter à ce qu'il a vécu. Parce qu'on est tellement coupé, on s'est tellement éloigné de ce qu'on avait vécu. Et heureusement, c'était pour s'en protéger, pour se protéger nous-mêmes. C'est pourquoi très souvent, on ne se souvient pas, comme vous disiez tout à l'heure, de notre histoire. Parce que sans souvenir, ça reste quelque chose de très douloureux. Donc, pour l'amoindrir, pour l'édulcorer, eh bien, effectivement, on va mettre ça de côté ou quand on va en parler, on va minimiser les choses pour ne pas se confronter, en fait, à la douleur réelle de ce que ça nous a fait. On met tout ça à distance de nous. C'est une façon de se protéger en fait? Complètement. C'est un mécanisme même de sauvegarde que nous possédons dans le cerveau pour pouvoir se protéger et garder à distance cette douleur qui est que si elle se rappelle à nous, elle est intolérable en fait. On pourrait détester nos parents. C'est encore, sans nous en rendre compte, continuer quelque part à protéger nos parents, à les épargner. Je vous remercie d'aller sur ce sujet-là, puisque ça l'aide ma question suivante. Le fait de protéger ses parents, parce qu'on ressent souvent un énorme frein à reconnaître tout ça, empêtré dans une espèce de mélange entre loyauté envers nos parents et la culpabilité qu'on aurait d'oser en parler, d'oser les dénoncer, entre guillemets même. D'où cela vient-il, en fait, cette loyauté, cette culpabilité qu'on peut avoir de dire la réalité de notre vécu vis-à-vis de nos parents, et comment on s'en défait? Je crois que cette culpabilité, cette loyauté, elle a pris racine au fil du temps
dès notre naissance, selon les réponses que l'on pouvait avoir à nos besoins de nos parents. Les réponses qu'ils nous ont données, plus ou moins agacées, plus ou moins abandonniques, plus ou moins sévères, au fil du temps, nous a obligés, je dirais, à rester à distance de la douleur des réactions de nos parents à ce moment-là, quand ils pouvaient répondre à côté. Donc on en est resté, on s'est distancié de ça pour faire place à toute la culpabilité. Si mon parent est agacé, si mon parent ne me répond pas, m'ignore, si mon parent me méprise, c'est que quelque part, il y a quelque chose que je fais qui ne va pas. Depuis le berceau où on m'a laissé pleurer, où on n'a pas, parce que les parents, ce sont des générations aussi qui ont appris il fallait pas trop nous prendre dans les bras, etc., pour pas trop nous gâter. Enfin bon, ils avaient plein d'informations erronées comme ça, mais qui s'entendent encore aujourd'hui. Alors, c'est quelque chose qui a quand même évolué. Par contre, c'est vrai que dans la génération, par exemple, de mes parents, ce sont des remarques qu'on se prend, nous, en tant que parents. Oui. Je l'ai entendu récemment, la fille d'une amie vient d'accoucher et sa belle-mère, qui a 80 ans, elle a vu sa belle-fille donc avec le bébé porté, un bébé de quelques jours. Hein. Et elle lui dit, ouh là là, il te faut la poser, hein, parce que sinon tu vas pas t'en sortir. Là, si tu commences à la gâter comme ça va pas le faire. Et tu verras que tu vas en devenir esclave. Voilà, donc c'est encore véhiculé. Voilà, 80 ans, la belle-mère. Mais bon, même si on sait aujourd'hui que non, il faut pas laisser pleurer les bébés, etc., il n'empêche que les générations dont nous faisons partie nous-mêmes, eh bien, où on a vécu, où on a subi ces réponses-là à l'époque ignorantes de nos parents, eh bien, très tôt, on a appris pour rester, tout en se dissociant, tout en se coupant, on a aussi nourri cette culpabilité où, voilà, je corresponds pas. Je sens par le ton de la voix, par l'ignorance, par tout ce qu'on me propose, je sens que ce que je fais, ça ne va pas. Et cette culpabilité, elle a pris racine très souvent dans le berceau. Et c'est une manière aussi de se dire, c'est pas le parent, qui est déconnant, c'est moi. Imaginez si un enfant était lucide sur la réalité de ses parents. S'il était lucide sur la douleur qu'ils leur font endurer très souvent, mais ça serait invivable, en fait, ils en mourraient, ça serait pas possible. Le stress serait tellement intense de savoir qu'on pourrait vivre avec des parents dangereux pour nous, pour notre vie, c'est pas supportable, en fait. Ça serait pas supportable. Oui, alors que ce sont nos figures d'attachement qui assurent notre survie normalement et on s'en remet totalement à eux depuis le berceau, comme vous le dites. Exactement. Donc c'est vrai qu'il y a... Et là, ça serait pas vivable. Donc, par conséquent, il est préférable de croire que c'est nous. C'est la solution de sauvegarde aussi. Pour se dire, ben non, le parent, il est ce qu'il est, mais... moi, je vais toujours m'appliquer à faire mieux ou à essayer de correspondre en tout cas à ce qu'il attend de moi. Mais ça, on peut se le traîner longtemps quand même, parce que dans votre livre... Toute la vie. Voilà, dans votre livre, il y a quand même des exemples avec des personnes qui ont atteint l'âge et qui ont dépassé la cinquantaine et tout, qui sont toujours dans ces mécanismes-là. Absolument. Moi, j'échange régulièrement avec des gens qui sont toujours dans ces mécanismes-là. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut s'en défaire de ça ? Parce que, est-ce que pour pouvoir oser dire... Je sais qu'il y a... Je ne sais pas si vous connaissez les travaux de John Bradshaw, qui a travaillé sur l'enfant intérieur et qui, lui, a cette appellation de la reconnaissance de la première souffrance, c'est-à-dire cette première étape qui, pour lui, est une étape essentielle, sans laquelle on ne peut rien faire sur le sujet, qui est juste de réussir à dire à un moment, alors mettons certaines choses en place, mais de réussir à dire « Oui, mes parents ont été violents avec moi, et non, ça n'était pas normal, je n'aurais pas dû vivre ça. » Comment est-ce qu'on peut réussir à se défaire de cette culpabilité, cette loyauté qui nous empêche d'accéder à la reconnaissance de cette première souffrance ? C'est pas si simple de s'en défaire parce que cette culpabilité nous a sauvé la vie. Elle a été salvatrice quand on était enfant. Sauf que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en la conservant, elle devient délétère. Donc c'est pas si simple parce que du coup, on s'est organisé, nous, dans notre vie, dans cette sécurité-là, en fait, à continuer à croire que c'est moi qui ai un problème et que l'autre, l'autre, il va bien. Mon parent, lui, c'est intéressant ce que vous me disiez par rapport à ces travaux-là, parce que pour pouvoir sortir, se libérer de cette culpabilité,
En effet, on n'a pas le choix que de se dire non, mais attends, ce que j'ai vécu, être mon propre témoin lucide, en Exactement. fait. Ce que j'ai vécu, mais c'était pas normal du tout. Aucun enfant ne devrait recevoir des traitements pareils. Personne ne devrait vivre ça. Et moi, me l'a fait vivre. Moi, j'avais des parents totalement incompétents, ignorants et peut-être des fous furieux. Et ça va être important à ce moment-là de remettre l'église au centre du village et se dire non, mais là, le problème, c'est pas moi. C'est mon parent, là. C'est lui qui n'avait pas les codes, peut-être qu'il n'avait pas les ressources, je m'en fous, mais ce que moi je faisais, ce que moi j'étais un enfant en évolution, en développement, et c'est mon parent qui aurait dû m'accompagner là-dedans. Et ce qui est très intéressant dans tout ça, et comme vous venez de le souligner aussi, c'est que même si on arrive à dépasser la culpabilité, c'est-à-dire à dire ok, c'est pas de ma faute, derrière la loyauté qui arrive au triple galop pour dire oui, mais tu comprends, ton parent aussi, il a connu des violences, mais il a fait de son mieux. Ce qui est tout ceci est vrai, hein. Il n'y a pas de débat. Oui. Mais là aussi se met en place un mécanisme, moi, qui à la fois me fascine et à la fois me terrorise, pour les personnes avec qui je peux en parler, c'est que du coup, on continue de dire à ce petit enfant qu'on a été, non, pour l'instant, ce que tu as vécu, on va pas s'occuper de le reconnaître, on va d'abord s'occuper de considérer ton parent, et on s'occupera de toi après. Alors que le but, en fait, de la démarche, c'est d'être capable d'écouter cet enfant qui a souffert, de le reconnaître, et de lui dire, bah non, t'aurais pas dû, oui, ok, ton parent, il a vécu des choses, mais dans tous les cas, ton vécu violent, il est là et il n'aurait pas dû t'arriver. Quand on est dans ce processus de libération, on ne peut pas être des deux côtés, du côté de l'enfant qu'on a été et du côté du parent. Ce n'est pas vrai. Alice disait toujours, on ne peut pas avoir le cul entre deux chaises. Ou tu es du côté de l'enfant, ou tu vas comprendre le parent. Et ça, dans ce processus de libération, c'est évident, si vous voulez, un parent qui nous malmène, ben forcément, il a lui aussi été malmené. Il n'y a pas besoin de... Voilà, c'est un parent qui nous a battus, qui nous a humiliés tout au long. C'est forcément un parent qui a souffert lui-même. Donc, par conséquent, ça, on le sait, ce qui est important dans cette libération, c'est de rester uniquement du côté de la souffrance, de ce qu'on a enduré nous, de la souffrance, de la douleur de l'enfant, uniquement, sans commencer à regarder, ah oui, mais les pauvres, eux aussi, ils ont souffert, ah oui, mais tu sais, c'était une époque, ils n'avaient pas les codes, et puis ils ont fait ce qu'ils pouvaient, etc. Non, quand on est dans ce processus de libération, rien ne justifie ce qui nous a été fait. Rien. Ni l'époque, ni ce qu'ils ont enduré, ni la société, rien. Et encore une fois, ça place l'enfant comme responsable de la qualité de la relation, ce qui n'est pas son rôle. Exactement, en plus. Aussi dur que ce soit à mais entendre, bien sûr, c'est le rôle tout du à parent, fait, c'est de ça. l'adulte. C'est ça. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit être parfait, encore une fois, je tiens à rassurer les gens qui nous écoutent, ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que, en fait, à chaque fois qu'on dit à notre enfant que nos réactions, c'est de sa faute, que plus tard, en grandissant, on dit « oui, mais tu comprends mes parents, ceci, cela », en fait, on reste l'enfant qui va être responsable de la qualité de la relation alors que ce n'est pas notre place, quoi. Il n'y a même pas besoin de le dire, en fait. Vous savez, nos parents ne nous ont jamais forcément dit « c'est de ta faute ». La faute, on la sent quand ils nous ont corrigés et qui nous laissent dans cet état de détresse. Par le fait que ce lien de sécurité et d'attachement n'a jamais été retissé une fois la correction, c'est comme ça qu'on comprend que c'est de notre faute. C'est comme ça que s'inscrit que tout ce qu'ils nous font, c'est de notre faute, sans même nous le dire. Brigitte, une fois qu'on s'est dit tout ça, une fois qu'on a parlé de ce qu'on a ressenti, du besoin de reconnaissance du vécu, une fois qu'on a parlé des excuses, etc., moi la question que je me demande, c'est, parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent, notamment dans notre culture française, c'est le sujet du pardon. Est-ce qu'il est nécessaire de pardonner à nos parents pour avancer ? La notion du pardon n'intervient pas en fait dans la libération et dans la thérapie non plus. Pardonner n'a pas de sens dans cette quête de la réalité de notre histoire. Pardonner est encore une façon, en fait, de minimiser un peu les choses, de les banaliser, même si on se dit non, mais bon, les choses, elles ont été comme ça, mais bon, maintenant, ça y est, c'est réglé, c'est du passé. Non, en faisant ça, on tourne le dos à cet enfant qu'on a été à nouveau. Cet enfant que l'on a été et qui a été meurtri
par des traitements plus ou moins corrosifs, acides, qu'on peut le dire comme on veut, eh bien lui ne peut pas comprendre par la suite que, ben voilà, ça a été fait, mais l'agresseur va te demander pardon et puis ça sera terminé. C'est pas possible. On s'en fiche de cette notion de pardon. Ce qui compte, c'est de regarder la réalité de notre histoire et ensuite de faire de cette histoire, de remettre les choses à leur place, de sortir de cette culpabilité. Et après, c'est juste ça, c'est un constat. C'est pas un pardon, c'est un constat. Les choses, elles ont été ainsi. C'est tout. Cela n'enlève en rien l'affection qu'on peut porter à nos parents, par ailleurs. Oui, bien évidemment, selon ce qui a été fait, ce qui va compter le plus, c'est de se sentir libre dans nos vrais sentiments. Si on a de l'affection pour eux, et l'affection pour eux, on ne pourra l'avoir que si, en parlant à nos parents de ce qu'on a vécu comme douloureux, ils aient de l'empathie pour ça. C'est seulement là qu'on pourra éventuellement retrouver une affection que l'on avait perdue, si on est honnête, et qu'on pourra retrouver dans cette compréhension-là. Mais sinon, conserver l'affection, il faut savoir de quoi est faite cette affection, si c'est par devoir, parce que c'est mes parents, je suis obligée de les affectionner, parce que j'ai peur je suis l'enfant, donc j'ai pas le droit de faire autrement, et parce que j'ai peur de faire vraiment un gros conflit dans la famille, etc. Il faut savoir de quoi est faite cette affection. Est-ce qu'elle est faite de réelle sincérité ou elle est faite de peur de si je garde pas le lien, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est vraiment intéressant, ça me fait beaucoup penser au système de contrôle coercitif qui peuvent se mettre en place dans les relations violentes, hein, mine de rien, parce que c'est ça. C'est aussi ça, hein, finalement, c'est un contrôle coercitif sur longue durée, quoi. Alors déjà qu'on vit dans un système coercitif, dans une culture coercitive, mais c'est vrai qu'on le retrouve à peu près partout, même là dans les relations aux parents, après tout ça. Et donc, ce parent, une fois qu'on a fait ce début de chemin, on peut se retrouver avec des choses à lui dire. Est-ce que c'est nécessaire de parler à nos parents de ce qu'on a vécu, de comment est-ce qu'on le vit? Est-ce que c'est nécessaire de leur en parler pour avancer? C'est le mot nécessaire qui est un peu fort pour moi. Rien n'est nécessaire, en fait. C'est pas nécessaire pour arriver à se libérer. Le simple fait déjà de voir ce qui s'est passé me permet de voir cette réalité et d'arrêter de les justifier, de les minimiser, etc. Déjà, ça, c'est un grand pas. Après, est-ce que c'est nécessaire de leur en parler? Il y a des parents avec qui ça sera possible. Et c'était pour ça que j'ai écrit ce livre, en fait, pour que ces parents-là soient possiblement accessibles pour leurs enfants. Tous les parents ont fait des erreurs dans cet accompagnement à leurs enfants. Tous, vous, moi, on a tous fait des erreurs. Et ce qui est important, c'est de les entendre, ces erreurs. C'est même pas de les reconnaître. La plupart du temps, on les a même oubliées. On sait même pas qu'on a fait des erreurs. Donc, c'est même pas de les reconnaître. C'est juste d'entendre son enfant venir me faire ce genre de récit. Donc, est-ce qu'il est nécessaire d'aller en parler? C'est formidable quand on a la possibilité et qu'en face, on a un parent qui sache réceptionner ces doléances-là. Et c'est pourquoi donc je vous disais que j'avais écrit ce livre, parce que les parents ne savent pas faire ça. Ils vont se justifier, ils vont expliquer, ils vont rejeter, ils vont minimiser, ils vont vouloir garder leur position haute. Il y a des tas de réactions à ça. Et c'est tellement dommage. Ça serait tellement formidable de pouvoir dire « Waouh, j'ai fait ça ». Tu sais, je ne m'en souviens pas, mais le simple fait que tu puisses venir m'en parler de cette manière, ça me touche énormément. Parce que je peux mesurer, je vois à quel point je t'ai touché, je t'ai heurté par contre quand j'ai fait ça. Je n'aurais jamais imaginé, parce qu'en plus, dites-vous ça Cédric, c'est qu'entre-temps, entre le moment où ils étaient petits et maintenant, on a évolué en tant qu'individu. Ce qu'on a fait quand on était petit, pour peu qu'entre-temps on ait lu 2-3 bouquins et qui nous a donné plein de bon sens,
on peut se dire sur le coup, oh là là, je pense que quand même ça je l'ai pas bien fait, mais dans le temps, on peut même se convaincre d'avoir été un bon parent soi-même, parce qu'on a lu 2-3 trucs et finalement ah ben ouais, finalement moi j'ai pas fait si mal que ça quoi. Et du coup, eh bien si nos enfants ont la possibilité donc de venir nous en parler, c'est important que les parents aient des outils, un minimum d'outils pour savoir réceptionner ces témoignages-là. Parce qu'on peut se retrouver à ce moment-là, en tant que parent, comme le petit enfant qu'on a été, comme je vous disais tout à l'heure avec l'histoire du feu rouge. Non, mais moi, j'ai pas fait ça. Je veux pas être pris à défaut et je vais me défendre de ça. Parce que je me retrouve, en fait, comme l'enfant qui va être accusé et du coup, qui va vraiment récuser cette accusation et dire non, moi non, j'ai pas fait ça, c'est pas vrai, etc., etc. Donc, c'est formidable quand un enfant peut avoir accès à son parent, mais c'est encore aujourd'hui loin d'être possible. C'est pourquoi j'ai écrit ce livre, parce que c'est très loin encore aujourd'hui d'être possible. Et c'est vrai que votre livre, il s'adresse, comme vous le dites, avant tout, en première cible, je dirais, aux parents qui voudraient comprendre pourquoi les enfants s'éloignent, après tout ce qu'ils ont fait pour eux, c'est ça. Pour reprendre le titre. Néanmoins, moi, en lisant ce livre, j'y vois 2 choses qui m'ont moins marqué par rapport à ma position actuelle dans la vie. Moi, j'ai réglé ce que j'avais à régler avec mes parents, donc voilà. Mais j'ai trouvé ça très intéressant de me dire, tiens, ça me donne des outils si jamais plus tard, ma fille, et quand je dis plus tard, je pense pas quand elle aura 30 ou 40 ans, c'est à partir du moment où ma fille va m'exprimer ses ressentis, même vis-à-vis de moi, j'ai déjà des outils, en fait, du coup, pour recueillir ça et pour savoir comment réagir. Mais au-delà de ça, je trouve que, sans parler de moi parent, moi enfant, du coup, en fait, il y a quelque chose qui peut se jouer dans le sens où, ah mais j'ai le droit d'être en attente de ces réactions-là. J'ai le droit d'être en attente de l'empathie de mon parent quand je veux lui parler. J'ai le droit d'être exigeant sur la qualité de la relation et de l'accueil de mes ressentis. Et ça, je pense que c'est une dimension qui fait que tous les parents, que ce soit des enfants âgés ou moins âgés, devraient lire ce livre parce qu'il va permettre de vraiment mettre en perspective peu importe notre position temporelle ou chronologique par rapport à notre parentalité, mais vraiment de mettre tout ça en perspective. Et du coup, je trouve que là-dessus, il est très précieux, notamment avec tous les témoignages qu'il y a, et qui sont d'ailleurs très variés, parce qu'on va avoir des situations dramatiques, d'inceste, de violences extrêmement fortes physiques, mais aussi juste. Vous voyez, sans avoir été jamais frappé. Et même sans avoir été jamais frappé. C'est ça. C'est vraiment ce que j'ai dit juste. C'est ça. Donc, je trouve ça très, très... Enfin voilà, je voulais juste te dire que ce livre... à bien des égards, peut apporter beaucoup de choses à beaucoup de gens. Il y a une question que je me pose quand même, parce que c'est une discussion que j'ai eue il n'y a pas longtemps avec une personne que je connais, qui aimerait avoir cet échange avec son parent, sauf qu'en fait, à chaque fois qu'elle essaye, voilà, ça tourne en « tu veux me faire du mal voilà, ça me fait de la peine que tu me dises ça ». Comment est-ce qu'on réagit du coup face à ce parent qui va recentrer par ailleurs, qui va se victimiser d'ailleurs, et qui va recentrer sur lui-même? Ce sont des parents, sans s'en rendre compte, en parlant comme ça, qui inversent les rôles. Bien sûr. C'est-à-dire que tout à coup, c'est l'enfant qui devient leur bourreau, qui devient le souffre-douleur. Et mais tu te rends compte, tout ce que tu me dis là, moi maintenant, tu sais, j'ai un certain âge et tout, tu le sais, j'ai mal au cœur, et toi, tu viens me rappeler des choses là qui me font souffrir, etc. C'est très compliqué d'avoir un parent victime qui se nourrit en fait de cette posture-là, parce que on n'a pas d'accès. C'est l'arme fatale du parent, où pour ne pas entendre l'autre, il va se victimiser, il va se faire passer pour celui que l'on agresse, que l'on attaque, qui est trop fragile, etc., etc. Donc c'est très difficile de rentrer en contact avec une personne comme ça, parce que c'est son système de défense à elle. Pour interrompre la conversation, pour ne pas que cette conversation ait lieu, elle va se montrer dans cette fragilité-là. Et c'est une façon je ne veux pas parler de tout ça, c'est de mettre tout ça à l'écart. C'est intéressant parce que tout à l'heure, on parlait de cette notion du pardon, parce que tout est plus ou moins imbriqué. Si on pardonne aux parents, dans cette notion de pardon, je sais qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui vont aussi vers là, où
pour eux, une thérapie réussie, c'est quand on est arrivé à pardonner. Ça, on l'entend très souvent dans le milieu de la thérapie. Moi, je ne vous cache pas que le sujet du pardon est traité par Alice Miller dans ses écrits. Et quand j'ai découvert ça, alors c'est quelque chose que moi, j'avais déjà traité en thérapie, où j'avais posé la question à ma psychothérapeute, mais du coup, est-ce que je dois pardonner à mes parents? Elle m'a dit, pourquoi faire? En fait, la première question qu'elle m'a posée, c'est pourquoi faire? Qu'est-ce que ça va vous apporter en fait? Est-ce que ça va changer quoi que ce soit? Et après, derrière, il y a les écrits d'Alice Miller là-dessus. Et c'est vrai que je me suis dit, mais c'est vrai, dis non. C'est ça. Parce que vous comprenez, cet enfant que nous avons été et qui a été meurtri, blessé, tout au long de sa vie, alors des blessures, bien évidemment, qui n'ont pas été traitées en retissant le lien de sécurité dont je parlais tout à l'heure. Oui. Donc des enfants qu'on a laissés en détresse. Croyez-moi que nous sommes nombreux. Donc par ce fait, on est des personnes, on est des blessures sur pattes qui se promènent, n'est-ce pas? Et du coup, ces blessures-là, elles vont parler tout au long de la vie. Jusqu'à la fin maintenant de notre vie, elles vont nous raconter ce qui nous est arrivé. Elles s'échinent, elles s'acharnent à nous raconter au travers des symptômes qu'on peut déclencher, au travers de nos réactions, ce qui nous est arrivé dans le passé jusqu'à ce qu'on le voit, jusqu'à ce qu'on le traite nous-mêmes. Et quand on a pardonné aux parents, c'est comme si on disait à cet enfant qu'on a été, maintenant je t'ai assez entendu, tu m'en as assez raconté, ça me suffit, j'ai pas besoin de plus et je pardonne à mes parents. Donc en fait, c'est une façon, sans nous en rendre compte, de bâillonner cet enfant qui a encore tant à nous dire. Il peut plus nous dire parce qu'on a pardonné. On l'a pas prononcé encore, mais on se parle bien là de ce qu'on peut appeler l'enfant intérieur. Oui, c'est ça. Alors, on peut y mettre une appellation, l'appellation que l'on veut. Moi, je dis l'enfant intérieur, mais il y en a qui vont parler de mémoire cellulaire, il y en a qui vont parler de mémoire traumatique. C'est la même chose pour moi, tout ça. C'est du jargon, mais c'est la même chose. Oui, cet enfant qui est resté, n'est-ce pas, puni, ou dans son coin, que l'on n'a plus regardé, que l'on a isolé, c'est lui qui continue à nous parler, qui continue à nous raconter. Comment on peut faire quand le parent on sait que le parent va être réfractaire, c'est-à-dire qu'on aimerait lui dire des choses, mais on sait que ça va très mal se passer, donc il vaut peut-être mieux pas y aller. Là, je précise quand même que ça doit plus être une question de peur, mais juste en fait que ça n'aboutira à rien, donc d'efficacité plutôt de la chose. Ou si le parent est décédé, par exemple. Comment on fait? Alors, si le parent est réfractaire, et croyez-moi, ça arrive plus souvent qu'on ne croit, encore aujourd'hui, c'est ce que l'on rencontre comme génération de parents, ils veulent rien savoir. Et pire que ça, au-delà de je veux pas savoir, c'est vraiment on continue en fait à garder cette position haute et ne t'avise pas, d'accord, à venir me raconter des sottises là, tout ce que tu as envie de dire. Non, je suis encore ton père, t'as compris? Donc, ou je suis encore ta mère. Donc, ces parents-là, en fait, mais vous pouvez pas. Il n'y a aucun accès possible. Et à un moment donné, quand on veut s'accrocher comme ça à la position haute, on n'est pas dans une relation avec son enfant, on n'est pas en relation du tout avec son parent non plus. Il y a des situations où il vaudra mieux se protéger des parents. Il y a des parents qu'on ne peut plus approcher parce que c'est trop toxique. Ça veut tellement conserver cette position haute qu'il n'y a rien de possible en fait avec eux. On ne peut pas exposer cet enfant que nous avons été, qui a été meurtri comme ça pendant des années, à celui qui a été mon bourreau. Si le bourreau ne veut même pas reconnaître qu'il a été bourreau et qu'il ne veut rien changer dans ce qu'il a, s'il n'a pas de considération, en tout cas pour ce qu'il nous a fait, non, mais il faut rester loin de ces parents-là. C'est là où intervient quelque chose qui est... Alors là, pareil, il y a du jargon, on va parler de reparentage, on va parler d'auto-attachement sécure. Et c'est là, en effet, c'est notre responsabilité à nous, en tant que... Souvent, ce que je peux dire aux gens que j'accompagne, c'est soyez l'adulte que vous auriez aimé. On devient le parent, en fait, exactement, de l'enfant qu'on a été. D'où le nom de reparentage, exactement. Absolument. Et c'est là où la question, en fait, des fois, quand ils me disent « Oui, mais vous comprenez, c'est quand même mes parents et tout », je leur dis « Mais en fait, est-ce que demain, si c'était votre enfant à l'extérieur de vous, est-ce que demain, vous iriez le confronter à des personnes toxiques pour lui ?» Ah ben non, pas du tout, je le protégerai. Mais en fait, c'est pareil. C'est ça. C'est pareil. Et dans le cas d'un parent qui serait décédé, alors, dans le cas de parents décédés, c'est peu importe, en fait. Vous savez, même quand le parent est décédé, ce processus-là de lucidité, d'ouvrir les yeux sur la réalité de l'histoire,
Que le parent soit décédé ou pas, elle a lieu. Et cette réalité-là, elle peut avoir été très souffrante et on peut être fortement en colère et enragé avec ce parent-là. Même s'il est décédé, on peut avoir très peur et ressentir beaucoup de peur vis-à-vis de lui. Ça ne change rien, en fait. Le parent peut être dans le décor ou pas. J'ai pu faire tout un travail et avec un père décédé, j'étais jeune, très jeune, et avec une mère avec qui je n'avais plus de lien. Et j'ai quand même fait tout ce processus. C'est possible, bien sûr. C'est pas nécessaire. Mais ça arrive aussi, du coup, quand même, que les parents réagissent comme il faut. Alors, vous savez, c'est intéressant ce que vous dites. Quand je voyais que j'allais mettre un terme à ma carrière pour prendre ma retraite, 2 mamans, 68 et 70 ans, sont arrivées dans mon cabinet pour me dire « Ma fille veut plus me parler » ou « Mes enfants ne veulent plus me parler pour une autre ». C'était la première fois en fin de carrière, il y a une année, que ça m'est arrivé. Je n'ai jamais, tout du long de ma carrière, rencontré des parents de grands enfants qui venaient me dire « Je suis en difficulté relationnelle avec mes enfants, ils ne veulent plus me parler, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe ?» Seulement 2 fois, là, et j'étais tellement touchée par ces mamans qui comprenaient au fil des séances les raisons pour lesquelles ces enfants avaient pu prendre de la distance. Et après, elles ont lu mon livre et ça a été mais vraiment un grand bouleversement. Un grand bouleversement parce qu'elles ont pu se rendre compte, elles ne savaient pas qu'elles sont passées effectivement à côté. C'est normal, c'était des générations qui n'avaient aucune forme d'information comme on peut avoir aujourd'hui partout. Ces parents là de parfois 70, 75, 80 ans, ils n'avaient pas tout ça. Et ma foi, aujourd'hui, ils découvrent tout ça. Ils veulent se raccrocher à « mais non, tu sais, nous on savait élever les enfants à l'époque, aujourd'hui regarde ce qui se passe, etc. » C'était mieux avant, ouais. C'était mieux avant. Et puis il y a des parents comme ça, ces mamans-là, qui ont osé ouvrir cette porte-là. C'est extraordinaire. Ces femmes-là, vraiment, j'ai un souvenir de ce travail-là avec elles deux. C'était vraiment très, très fort. La question que je me pose là pour finir sur cette partie-là, par rapport à ces mamans, c'est j'imagine que ça a dû faire beaucoup de bien à leurs enfants. Et la question que je me pose, c'est est-ce que ça les libère pas à elles aussi, quelque part, de faire ce travail-là? Ouais, à ces fameuses mamans-là, justement. Ah, mais complètement. Qui font ce travail pour leurs enfants. Quand même. Mais évidemment, vous vous rendez compte, elles retrouvent l'empathie, elles comprennent le sens. C'est au-delà de le comprendre, elles le vivent. Et elles commencent à connaître ce que c'est. Mais vous savez, pour aider ces personnes-là, il a quand même fallu que je passe par leur enfance. Mais bien sûr. Il n'y a pas le choix. Mais oui. C'est quand tu comprends combien tu as souffert toi-même que tu peux avoir de l'empathie pour cet enfant. Et c'est seulement quand j'ai de l'empathie pour ce que j'ai enduré que je peux prétendre avoir de l'empathie ailleurs. Alors, on l'a déjà un peu évoqué, mais je voudrais juste le rappeler pour finir. Est-ce que si moi, en tant que parent, il m'arrive parfois de crier, voire même d'avoir giflé mon enfant? Est-ce que je l'ai traumatisé irrémédiablement à vie, son cerveau est grillé, sa vie est foutue? Comme j'en parlais un petit peu au début, il n'y a jamais rien qui est foutu, en fait. Bien sûr que vous allez crier sur vos enfants, Cédric. Bien sûr que les parents vont crier sur les enfants. Comme je disais, c'est inévitable. Ce qui est grave, c'est pas de crier sur un enfant, c'est pas ça le plus grave. Ce qui est le plus grave, c'est de le laisser dans cet état de détresse, de le laisser ensuite dans cet isolement qui va nourrir sa culpabilité d'être un mauvais enfant. C'est ça qui est grave. Gueuler, vous allez le faire plein de fois. Et Alice disait toujours, il faut s'interdire de frapper. Vous savez, je n'ai jamais tapé sur mes enfants, mais croyez-moi, j'ai voulu les taper tous les jours. J'ai tapé les murs plutôt. Ça a été un véritable combat pour arrêter ces pulsions de violence que je pouvais avoir à l'intérieur de moi. Ce qui est important, Alice me disait, ça tu te l'interdis Brigitte, c'est la chose, la limite. Il faut pas le faire. Et par conséquent, j'avais mis un code avec mes filles en place. Dès que je leur faisais peur, elles devaient faire stop.
Ou elle disait j'ai peur, ou elle disait stop. Elle me montrait. Elle me montrait que là, j'avais atteint leur limite et que elle sentait que je pouvais faire ça. Et ça m'est passé assez rapidement, je dirais, assez rapidement parce que ma fille avait 4 ans. Mais je les ai terrorisés par mes cris. Mais ça se répare. Oui, surtout quand j'ai appris que très tôt, qu'il ne fallait pas laisser un enfant dans cet état de peur. Et c'est ça qui est important. Crier, vous le ferez. Mais surtout, la constance et la sécurité. Toujours. Et la sécurité, c'est quand je vais retisser du lien, que je ne laisse pas cet enfant dans cet état-là. Et je rappelle, encore une fois, que la constance ne veut pas dire la permanence. C'est important. Oui. Justement, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux parents qui nous écoutent pour les aider à briser ce cercle sans s'auto-flageller ? Nous sommes tous faits donc d'une histoire qui nous amène à avoir des réactions très virulentes, à avoir des réactions pulsionnelles, que ça c'est inévitable malheureusement, c'est ce passé-là qui ressort, cette empreinte, et en même temps, on se purge de ce passé-là. Alors, se purger sur le dos des enfants, bien évidemment, c'est pas l'idéal. Mais ce que je pourrais leur dire, c'est surtout, n'oubliez jamais qu'un enfant qu'on a terrorisé, à qui on a fait peur, le sortir de là. Et oui, vous allez le faire plusieurs fois. Soyez indulgent avec vous-même. J'ai envie de dire ça. Parce que, voilà, on est marqué, on est tatoué par ça. Commencez à avoir de l'empathie aussi pour cet enfant que vous avez été. Soyez indulgents. Et à chaque fois que vous craquez comme ça, allez voir cette petite fille, ce petit garçon pour lui dire « Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a dû te tanner, t'embêter, te faire souffrir pour aujourd'hui lever la main sur tes enfants. » Tu as dû souffrir, tu sais, Brigitte, tu as dû souffrir, Cédric, pour que tu arrives à faire ça. Ayez de l'empathie pour cet enfant. Cet enfant à l'intérieur de soi. Oui, exactement. Justement, pour finir, qu'est-ce que vous aimeriez dire à tous les enfants intérieurs qui nous écoutent ? J'aurais envie de faire comme un genre de promesse. Tu sais, aujourd'hui, je sais qu'au travers de tes réactions parfois violentes comme ça, tu parles, tu racontes ta vie, tu racontes ton passé. Aujourd'hui, je te promets que je vais t'écouter à chaque fois que tu vas avoir des réactions vives. Je promets de plus t'abandonner, de t'entendre, de prendre au sérieux ce que tu es en train de me dire, parce que tu t'échines tellement à me le dire. Merci beaucoup, Brigitte Auriol, pour cet échange. J'invite tout le monde à retrouver votre livre après tout ce qu'on a fait pour toi. Et bien évidemment, je vous rappelle que vous pouvez réagir sur SpeakPipe, qui va vous permettre d'interagir, de donner votre avis, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Si vous voulez témoigner, si vous voulez dire ce que vous avez fait cet épisode, vous pouvez le faire. Ça sera un témoignage en audio et dans lequel je pourrai répondre directement dans le podcast. Merci beaucoup, Brigitte. Merci. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.